La Nuit des Contes présente Sans famille, un livre d'Hector Malot. Partie 1, chapitre 4. La maison maternelle. « Eh bien, demanda mère Barberin, quand nous rentrâmes, qu'a dit le maire ?»« Nous ne l'avons pas vu. J'ai rencontré des amis au café et quand nous sommes sortis, il était trop tard. Nous y retournerons demain. » Ainsi Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l'homme au chien. En route, je m'étais plus d'une fois demandé s'il n'y avait pas une ruse dans ce retour à la maison. Mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s'agitaient dans mon esprit troublé. Cependant, malgré ces menaces, j'aurais parlé de mes doutes à mère Barberin si j'avais pu me trouver seule un instant avec elle, mais de toute la soirée Barberin ne quitta pas la maison, et je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levai, je n'aperçus point mère Barberin. « Maman ?» ?»« Elle est au village, elle ne reviendra qu'après-midi. » Sans savoir pourquoi cette absence m'inquiéta, une crainte vague me serra le cœur. Sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j'eus cependant le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange, peu fait pour me rassurer. Voulant échapper à ce regard, je m'en allai dans le jardin. Ce jardin, qui n'était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c'était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l'exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n'y trouvait-on pas de terrain perdu. J'étais à 2 genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Je me hâtais de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément, je compris. Vitalis venait me chercher, et c'était pour que mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin, Barberin l'avait envoyé au village. Sentant bien que je n'avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis. « Oh, monsieur !» m'écriai-je, « je vous en prie, ne m'emmenez pas !» Et j'éclatai en sanglots. « Allons, mon garçon, » me dit-il assez doucement. « Tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats point les enfants, et puis tu auras la compagnie de mes élèves, qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter ?»« Mère Barberin ! Mère Barberin !» « En tout cas, tu ne resteras pas ici, » dit Barberin en me prenant rudement par l'oreille. « Monsieur ou l'hospice, choisis. »« Non, mère Barberin !»« Ah, tu m'ennuies à la fin, » s'écria Barberin. « S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je vais faire. »« Cet enfant regrette sa mère Barberin, » dit Vitalis. « Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur, c'est bon signe. Si vous le plaignez, il va hurler plus fort. Maintenant, aux affaires. » Disant cela, Vitalis étala sur la table 8 pièces de 5 francs, que Barberin, en un tour de main, fit disparaître dans sa poche. « Où est le paquet ?» demanda Vitalis. « Le voilà, » répondit Barberin en montrant un mouchoir de cotonnade bleue noué par les 4 coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que refermait le mouchoir. Il s'y trouvait 2 chemises et un pantalon de toile. « Ce n'est pas de cela que nous étions convenus, » dit Vitalis. « Vous deviez me donner ces affaires, et je ne trouve là que des guenilles. Il n'en a pas d'autres. Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûr qu'il dirait que ce n'est pas vrai. Mais je ne veux pas disputer là-dessus. Je n'ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, mon petit. Comment se nomme-t-il ? Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, marche !» Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. Ah, la pauvre maison! Il me sembla, quand j'ai franchi le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement je regardais autour de moi. Mes yeux obscurcis par les larmes ne virent personne à qui demander secours, personne sur la route, personne dans les prés alentours. Je me mis à appeler. « Maman! Mère Barberin !» Mais personne ne répondit à ma voix, qui s'éteignit dans un sanglot. « Allons, Rémi, marchons, mon enfant, » dit Vitalis, et sa main tira mon bras. Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa point son pas, et même je crois bien qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait en lacet le long de la montagne, et à chaque détour, j'apercevais la maison de mère Barberin qui diminuait et diminuait. Bien souvent j'avais parcouru ce chemin, et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini, plus rien. Devant moi l'inconnu, derrière moi la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour, si heureux, et que sans doute je ne reverrai jamais. Heureusement la montée était longue.
Cependant, à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. « Voulez-vous me laisser reposer un peu » lui dis-je. « Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, il desserra sa main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi et faire un signe que celui-ci comprit. Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi. Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m'avait déjà indiqué. Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allais m'asseoir sur le parapet gazonné et Capi me suivit de près. Assis sur le parapet, je cherchais de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de mère Barberin. Au-dessous de nous descendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois. Puis tout en bas se dressait isolée la maison maternelle, celle où j'avais été élevée. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée et, montant droit dans l'air tranquille, s'élevait jusqu'à nous. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leur forme nette, distincte, diminuée, rapetissée seulement. Sur le fumier, notre poule, la dernière qui resta, allait de ça et de là. Au bout de la maison, je voyais le poirier au tronc crochu que pendant si longtemps j'avais transformé en cheval. Tout était là à sa place ordinaire, et ma brouette et ma charrue faite d'une branche torse, et la niche dans laquelle j'élevais des lapins, quand nous avions des lapins, et mon jardin, mon cher jardin. Encore un pas sur la route et à jamais tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui du village monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d'arbres, puis elle reparut bientôt. Il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus mère Barberin. C'était elle, j'en étais certain, je sentais que c'était elle. « Eh bien, demanda Vitalis, nous mettons-nous en route ?»« Oh, monsieur, je vous en prie !»« C'est donc faux ce qu'on disait, tu n'as pas de jambes, pour si peu déjà fatigué, cela ne nous promet pas de bonne journée. » C'était mère Barberin, c'était sa coiffe, c'était son jupon bleu, c'était elle. Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour qu'elle traversa rapidement. Aussitôt je me levai debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de ça et de là, dans la cour, les bras étendus. Elle me cherchait. Je me penchai en avant et de toutes mes forces, je me mis à crier « Maman! Maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre, ni dominer le murmure du ruisseau. Elle se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc » demanda Vitalis. « Deviens-tu fou ?» Sans répondre, je restais les yeux attachés sur mère Barberin, mais elle ne me savait pas si près d'elle et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle avait traversé la cour et, revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés. Je criais plus fort, mais comme la première fois, inutilement. Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit !» dit-il à mi-voix. « Oh, je vous en prie !» m'écriai-je, encouragé par ces mots de compassion. « Laissez-moi retourner !» Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon garçon. » Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement. « Capi !» dit-il. « Zerbino !» Et les deux chiens m'entourèrent, Capi derrière, Zerbino devant. Il fallut suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournai la tête. Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison. Tout au loin seulement, des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu'au ciel. Mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.